Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexandre et je vous accueille pour ce nouvel épisode du podcast Tête à Texte que j'anime en partenariat avec le CRIJ du Centre Val-de-Loire de la région. Et cet épisode va couvrir la période de décembre 2025. Euh, En ce qui me concerne, ça a été un mois plutôt tranquille vu que je n'ai terminé qu'un seul livre, donc le podcast sera sans doute un peu moins long que le précédent, donc ce qui sera peut-être plus digeste à écouter. Je n'ai pas encore d'invité avec moi, mais je pense que cela ne saurait tarder pour les prochains épisodes. Alors, concernant le livre que j'ai terminé ce mois-ci, il s'agit d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Eh bien, ça fait depuis 2024 que je me suis mis en tête de commencer la saga au niveau des livres, parce que j'ai déjà vu tous les films, mais lorsque j'avais voulu attaquer les tomes quand j'étais plus petit, je pense que j'ai dû m'y prendre trop tôt, ce qui fait que j'ai pas, j'ai décroché au premier chapitre. Alors que pourtant, après la lecture du 1 et du 2, c'est des livres qui se lisent très bien en termes d'intrigue. Donc j'ai terminé le deuxième en début d'année et celui-ci en décembre. Alors je vais reprendre une formulation que j'ai bien aimée par rapport à Harry Potter. C'est-à-dire que je vais partir du principe que soit vous avez vu les films, soit vous avez lu les livres, soit vous connaissez un minimum l'histoire, soit que vous vous en foutez, vu le phénomène national et international que ça a été. Après, vu qu'on parle d'un tome spécifique, pour cet épisode, je vais pas, comment dire, je vais pas spoiler l'intrigue globale de cet opus-là, mais par contre, je vais partir du principe que vous avez déjà vu ou ou lu les deux opus précédents au moins. Comme ça, pour que vous resituez un petit peu le contexte. Et aussi, je parlerai pas plus avant de la polémique, des polémiques par rapport à l'autrice J.K. Rowling, parce que déjà, je m'intéresse plus au matériel du livre plutôt qu'à l'autrice. Et surtout parce que j'ai pas forcément de d'informations, je me suis pas trop renseigné à ce sujet, donc je rentrerai pas trop dans ce débat-là. Peut-être avec d'autres invités, si on parle à nouveau de ce sujet, ça va être mis sur le tapis, mais pas dans cet épisode. Et une fois qu'on aura terminé, une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à dire sur ce bouquin, je vais faire une petite rétrospective des livres de l'année. Je vous en dirai plus quand on en arrivera là. Je vais commencer par vous lire la quatrième de couverture de l'édition que j'ai. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième rentrée. Au programme, des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes, mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? Un livre époustouflant qui vous emportera dans un tourbillon de surprises et d'émotions. Voilà, donc ça c'est le résumé d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais essayer de faire un résumé des choses que j'ai pensé du livre d'une manière, d'un ordre un peu plus ou moins chronologique. Alors déjà, on a l'habituel passage chez les Dursley, que vous connaissez si vous avez juste vu ou lu les deux premiers opus. Je trouve que ici, l'apport de la tante Marge, euh, c'est intéressant dans le sens où ça fait un personnage qui est presque encore plus mauvais que les Dursley, ce qui est déjà difficile de base. Mais c'est aussi la preuve que, en gros, pour que ce passage ait de l'intérêt, il faut rajouter plus que ce qu'on connaît déjà. Euh, et sa vilainie par rapport à d'autres personnages de la saga, elle est pas si remarquable que ça, même si c'est vraiment une horrible personne. Ensuite, on a aussi tout ce qui touche au personnage de Fudge, le ministre de la magie,
qui va être plus mise en avant dans ce tome-là. On l'avait déjà vu, il me semble, dans le deuxième livre, mais il n'avait pas une importance majeure. Et peut-être dans le premier, mais j'en suis vraiment pas sûr du tout. Et en gros, ça va être un petit peu l'introduction au domaine de la politique dans Harry Potter, mais une introduction vraiment très très légère. Et surtout par rapport à la justice magique, on y reviendra un petit peu plus tard. Et bah globalement, je trouve que c'est peut-être le livre où Fudge a le plus d'importance après le cinquième. Alors, je vais vous lire un passage qui parle de l'arrivée des détraqueurs, donc des détraqueurs qui sont des sortes de, euh, de forces maléfiques, mais qui sont utilisées par le ministère de la Magie pour garder la prison d'Azkaban, d'où vient le prisonnier d'Azkaban. Voilà, ça recoupe avec le titre du livre. Et en fait, justement, ce prisonnier s'est échappé. Donc, les gardiens d'Azkaban, les détraqueurs, sont envoyés par le ministère de la Magie pour essayer de le retrouver. Et je trouve que leur introduction dans le livre est vraiment très bien faite en termes d'atmosphère. Donc, je vous lis l'extrait. Il ne la vit que pendant une fraction de seconde, comme si la créature avait senti le regard de Harry, la main disparut dans les plis de l'étoffe noire. Alors l'être dissimulé sous la cagoule prit une longue et lente inspiration qui produisit une sorte de râle. On aurait dit qu'il essayait d'aspirer autre chose que de l'air. Un froid intense envahit le compartiment. Harry sentit son propre souffle se figer dans sa poitrine. Le froid lui traversait la peau et se répandait dans tout son corps. Un crépitement semblable à une chute d'eau retentit dans ses oreilles. Il avait l'impression qu'on le tirait par les pieds à mesure que le grondement de l'eau s'intensifiait. Alors venu de très loin, il entendit de terribles hurlements, des cris terrifiés, implorants. Son premier mouvement fut de se porter au secours de la personne qui hurlait ainsi, mais lorsqu'il essaya de bouger, il s'aperçut qu'il était paralysé, un brouillard blanc épais l'enveloppait, s'insinuait en lui. Donc là, on voit que les gardiens d'Azkaban, c'est vraiment pas des rigolos par rapport à cette description, comme un petit peu des annonciateurs de la mort et du malheur. Donc franchement, c'est quelque chose qui est bien à ce niveau-là. Le livre, Le prisonnier d'Azkaban, il introduit pas mal de concepts de sorts et de nouvelles magies à l'univers d'Harry Potter. Donc ce qui en fait un tome très intéressant pour tout ce qui concerne l'univers magique des livres. Je pense notamment à la carte du maraudeur, le sortilège de Fidelitas, le Patronus, l'Épouvantard, dont on vient de parler, les Animagus, et un autre truc que je peux pas vraiment parler si je veux vous garder un minimum de surprise pour le film. Et bah, ces différents apports, ça sert soit à la trame de l'histoire, vu que c'est un livre un petit peu comme dans les deux premiers, où il y a un aspect assez enquête, qui est très sympa et je trouve très bien mené. Donc voilà, c'est une enquête, mais une enquête magique, donc avec certains éléments qui vont avoir une influence nette dessus. Et parfois, les éléments magiques vont avoir une influence un peu plus symbolique, surtout pour le développement du personnage de Harry. Et Harry, comme ce qui ressort de beaucoup d'analyses qui ont été faites sur cet opus-là, c'est que c'est vraiment dans celui-là où il arrête d'être un enfant pour rentrer un petit peu dans l'âge de l'adolescence, dans le sens où il va plus se questionner sur sa famille, ses origines. Il va devenir un peu plus complexe moralement, plus aussi impétueux dû à sa nature d'adolescent, surtout par rapport à la menace du livre, qui lui est directement liée et qui, pour une fois, est un petit peu plus distante de Voldemort. Voldemort, qui est d'ailleurs le gros absent de ce livre, mais justement, je trouve que ça nous permet de respirer un petit peu avec cette intrigue-là pour nous la rebalancer dans l'opus suivant.
Donc je trouve que le personnage de Harry Potter dans celui-là est bien développé. J'attendrai de lire les autres, enfin les derniers tomes pour réviser un petit peu mon avis, mais pour moi, pour l'instant, le tome 3, c'est celui où on s'intéresse le plus à Harry Potter en tant que personnage. Après, je trouve qu'il y a une intrigue au niveau de Ron et Hermione qui fonctionne bien, surtout quand on connaît la fin de l'histoire. Après, Ron est un petit peu effacé en dehors de cette intrigue-là dans ce tome, au contraire d'Hermione qui euh, dispose quelques petits indices sur la fin du livre qui sont assez bien cachés si on ne connaît pas la conclusion. Et je vous en dirai pas plus vraiment à ce niveau-là. Ensuite, on va parler un petit peu des petites nouveautés concernant le corps professoral de Poudlard pour ce troisième tome. Alors, en gros, dans ce tome-là, t'as Harry Potter et ses amis qui vont devoir choisir un petit peu des options, donc des nouvelles matières qu'ils n'avaient pas avant, et découvrir ainsi de nouveaux professeurs. Parmi ceux-là, on a la professeure Trelawney, qui enseigne la voyance, et selon le propre aveu de Dumbledore, il n'y a eu que deux de ces prédictions qui ont été justes, donc un petit peu à se demander pourquoi elle officie en tant que professeure. C'est une question qui trouvera sans doute, enfin, qui trouvera sa réponse dans le tome 5. Même si on a un bon gros indice dans celui-là aussi. Et le professeur Trelawney, c'est un personnage qui est un peu plus comique pour euh, dégager un petit peu l'ambiance sombre de cet opus-là. Et je trouve que ça fonctionne très bien, surtout que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste qu'elle est assez étrange, on va dire. Autre grosse nouveauté, on a Hagrid en tant que professeur de soins aux créatures magiques. Et je pense que le personnage a clairement été écrit pour incarner ce rôle-là. Après, justement, avec tout ce qui se passe autour du personnage de Buck qui n'est pas un humain mais un hippogriffe, une créature magique, ça lui donne une toute nouvelle importance dans ce livre-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des scènes qui sont pas forcément reliées à l'intrigue de Buck, qui rendent le personnage d'Hagrid très attachant ici. Mais vu que j'ai vu le livre qui est sorti en 2003, il me semble, d'Alfonso Cuarón, ouais, Buck est beaucoup plus attachant et iconique dans le film que dans le livre. Et bon, c'est quelque chose qui est à noter, mais voilà. Et en dernière grosse nouveauté, le professeur de défense contre les forces du mal, Monsieur Rémus Lupin, qui fait son apparition dans cet opus-là, et on verra qu'il sera plus ou moins directement relié à l'histoire de Harry. Et je trouve que c'est un personnage qui, pour revenir un petit peu sur le cas de J.K. Rowling, rentre un petit peu en contradiction avec ses propos actuels, dans le sens où c'est un personnage qui où Rémus Lupin est un personnage qui est très rarement compris et accepté par les autres et par la société du monde magique, et qui renvoie une image très intéressante dans les messages qu'il rapporte, surtout que c'est un excellent professeur. Ensuite, concernant les gros atouts du livre, on a aussi la menace de Sirius Black, qui est dispatchée dans le livre comme une espèce d'ombre, une épée de Damoclès qui plane au-dessus des personnages. Et un passage qui montre très bien ça, selon moi, c'est celui lié à l'intrusion dans le dortoir des Gryffondor, donc la maison de Harry. Je vais vous lire l'extrait de cette façon. Harry, Ron et Hermione suivirent leurs camarades jusqu'à la tour de Gryffondor. Mais quand ils arrivèrent dans le couloir au bout duquel était accroché le portrait de la grosse dame, la foule était si dense qu'ils ne pouvaient plus avancer. Qu'est-ce qui se passe s'étonna Ron. Pourquoi ils n'entrent pas dans la salle? Harry essaya de jeter un coup d'œil par-dessus les têtes
Des portraits semblaient fermés. Laissez-moi passer, dit la voix de Percy qui se fraya un chemin parmi la foule en prenant des airs importants. Pourquoi c'est bloqué ici? Vous n'avez quand même pas tous oublié le mot de passe. Allons, écartez-vous, je suis préfet en chef. Peu à peu, les élèves se turent, comme si un frisson glacé se répandait le long du couloir. Que quelqu'un aille chercher le professeur Dumbledore, vite! Dit alors Percy d'une voix soudain aiguë. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ginny qui venait d'arriver. Un instant plus tard, le professeur Dumbledore fendit la foule en direction du portrait. Les élèves se serraient les uns contre les autres pour lui faire de la place, et Harry, Ron et Hermione en profitèrent pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passait. Oh là, s'écria Hermione, en saisissant le bras de Harry. La grosse dame avait disparu du tableau que quelqu'un avait lacéré avec une telle violence que des lambeaux de toile jonchaient le sol. Des morceaux entiers de tableau avaient été arrachés. Dumbledore jeta un rapide coup d'œil à la toile, détruite, et se tourna, le regard sombre vers les professeurs McGonagall, Lupin et Rogue qui accouraient. Alors, par rapport à par rapport à ma lecture, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la voix un petit peu enrouée. J'espère que ce sera pas trop désagréable à l'écoute. Alors, aussi autre chose pour laquelle j'aime énormément ce tome-là, c'est par rapport au personnage de Rogue qui est bien plus développé ici. Il le sera aussi au compte-gouttes dans tous les autres tomes. Mais en fait, dans le premier volume, c'était surtout une fausse piste pour cacher le véritable antagoniste du premier opus. Et dans le deuxième tome, il a un rôle plus figuratif, toujours marquant dans certaines scènes, mais beaucoup moins important. Et ici, il est bien plus à la fois humanisé, relié à l'intrigue principale et de manière plus personnelle à Harry. Surtout dans une scène qui a été reprise dans le 5e film Harry Potter et non pas dans le 3e. Ce qui est un choix auquel je ne m'attendais pas. Donc je vais vous lire ce passage parce qu'il est très intéressant selon moi. Très bien, dit-il en se redressant. Ainsi donc tout le monde, depuis le ministère de la magie jusqu'au personnel de Poudlard, s'est efforcé de protéger Harry Potter de Sirius Black. Mais le célèbre Harry Potter ne connaît que sa propre loi, qu'on laisse donc le petit personnel s'inquiéter de sa sécurité. Le célèbre Harry Potter, lui, va où il veut, quand il veut, sans se soucier le moins du monde des conséquences. Harry s'abstint de répondre. Rogue essayait de le provoquer pour lui faire avouer la vérité. Mais il n'avait pas l'intention de se laisser impressionner. Rogue n'avait aucune preuve. Pour le moment, tout au moins. C'est fou ce que vous ressemblez à votre père, Potter, dit soudain Rogue, des yeux étincelants. Lui aussi était excessivement arrogant. Son petit talent au Quidditch lui donnait l'impression de lui, à lui aussi, d'être au-dessus des autres. Il passait son temps à se pavaner accompagné de ses amis et de ses admirateurs. La ressemblance entre vous est saisissante, inquiétante même. Mon père ne se pavanait pas, dit Harry malgré lui, et moi non plus. Votre père n'aimait pas plus que vous se conformer au règlement, poursuivit Rogue, une expression mauvaise sur son visage mince. À ses yeux, les règlements étaient destinés au commun des mortels, pas aux vainqueurs de la coupe de Quidditch. Il avait la tête tellement enflée. Taisez-vous! Harry s'était levé d'un bond. Une telle rage qu'il n'en avait pas éprouvé depuis le jour de son départ de Private Drive l'avait ainsi saisi avec violence d'un coup de tonnerre. Le visage soudain figé de Rogue, les yeux noirs flamboyants d'une lueur féroce, le laissait indifférent. « Qu'est-ce que vous venez de me dire, Potter ? Je vous ai dit de vous taire. » s'exclama Harry. « Ne me parlez plus de mon père. Je connais toute la vérité. Je sais qu'il vous a sauvé la vie. Dumbledore me l'a dit. Sans mon père, vous ne seriez même pas là. » Le teint jaunâtre de Rogue avait pris une couleur de lait caillé. « Est-ce que le directeur vous a expliqué dans quelles circonstances votre père m'a sauvé la vie ? Bien a-t-il estimé que les détails de l'histoire pouvaient choquer les oreilles délicates du précieux petit Potter ? » Harry se mordit les lèvres et ignorait ce qui s'était passé. Mais ne voulait pas l'admettre, et visiblement Rogue avait deviné qu'il ne savait rien. « Je serais navré que vous partiez d'ici avec une fausse idée de votre père, Potter, dit-il avec un épouvantable rictus. Vous avez sans doute imaginé
un acte d'héroïsme auréolé de gloire. Mais je vais vous détromper. Votre père vénéré et ses amis m'ont fait une farce désopilante, qui aurait pu avoir ma mort pour conséquence si votre père ne s'était pas ravisé au dernier moment. Il n'y avait rien d'héroïque dans ce qu'il a fait. Il a sauvé sa peau en même temps que la mienne. Si leur farce avait marché, il aurait été renvoyé de Poudlard. Voilà, donc ça c'est un passage qui est très intéressant pour la complexité du personnage de Rogue. On voit que c'est quelqu'un qui a souffert, de plus des mains du père de Harry. Donc ça en fait un personnage compréhensible dans sa froideur et sa cruauté, même si ça ne l'excuse pas pour autant. Ça lui donne une raison au moins valable de considérer Harry comme étant un trublion et quelqu'un dont il doit, qu'il doit tenir à l'œil. Autre point important du livre, et qui est comme un peu pour le personnage de Trelawney sert à détendre l'atmosphère, ce sont les matchs de Quidditch. Alors je sais pas trop ce qu'il en est pour les tomes suivants vu que je les ai pas lus, mais des 3 que j'ai lus pour le moment, c'est le tome où les matchs de Quidditch ont le plus d'importance. Alors que alors qu'avant dans les précédents tomes, c'était des intrigues tertiaires voire quaternaires. Là, c'est un peu plus important, surtout que les matchs ont une certaine tension au niveau du décompte des points et c'est assez édifiant dans le sens où le Quidditch est un jeu excessivement injuste de par l'importance du vif d'or et donc de l'attrapeur et donc de Harry. Après, quelque chose d'intéressant avec les matchs de Quidditch, c'est qu'ils permettent d'introduire Cédric et Cho Chang en attrapeurs respectivement de l'équipe de Poufsouffle et de Serdaigle, qui vont être des personnages importants lors des 2 opus suivants. Je vais vous lire un petit extrait pour voir à quel point le dynamisme des matchs de Quidditch est retranscrit à l'écrit, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Voici l'équipe de Gryffondor, s'écria Lee Jordan, qui assurait le commentaire du match. Comme à l'accoutumée, Potter, Bell, Johnson, Spinett, Weasley et Dubois. Reconnu comme la meilleure équipe que Poudlard ait jamais eue depuis un bon nombre d'années. Son commentaire fut accueilli par les huées des supporters de Serpentard. Voici maintenant l'équipe de Serpentard menée par le capitaine Flint. Il a effectué quelques changements parmi ses joueurs et il semble qu'il ait privilégié la taille par rapport à l'intelligence. Nouvelle huée sur les gradins des Serpentards, Harry cependant pensa que Lee n'avait pas tort, Malfoy était de très loin le joueur le moins grand de son équipe, tous les autres étaient des colosses. Les 2 capitaines, vous vous serrez la main, dit Madame Bibine. Flint et Dubois s'approchèrent l'un de l'autre et se serrèrent la main comme si chacun essayait de briser les phalanges de l'autre. Enfourchez vos balais, dit Madame Bibine. 3, 2, 1... Son coup de sifflet fut noyé par les cris de la foule qui saluèrent l'envolée des 14 joueurs. Harry sentit le vent s'engouffrer dans ses cheveux et le plaisir qu'il éprouvait à voler dissipa son trac. Il jeta un regard autour de lui, vit Malfoy qui le suivait de près et accéléra brutalement en quête du vif d'or. Gryffondor à l'attaque, annonça Lee Jordan. Alicia Spinett en possession du soifle descend vers les buts de Serpentard. Bravo Alicia. Ah non, le soifle est intercepté par Warrington de l'équipe de Serpentard. Et vlan. George Weasley dévie un cognard sur Warrington, qui lâche le soifle récupéré par Johnson. Gryffondor de nouveau à l'attaque. Vas-y Angelina, attention Angelina, un cognard. Et elle marque. 10-0 en faveur de Gryffondor. Angelina leva le poing en signe de victoire sous les cris enthousiastes des supporters de Gryffondor. Aïe. Angelina faillit être jetée à bas de son balai par Marcus Flint qui venait de la heurter de plein fouet. Désolé, dit Flint tandis que des huées montaient de la foule. Désolé, je l'ai pas vu. Un instant plus tard, Fred Weasley donna un coup de batte à l'arrière du crâne de Flint qui s'écrasa le nez contre le manche de son balai et se mit à saigner. Ça suffit comme ça, s'écria Madame Bibine qui vint se placer entre eux sur son balai. Un pénalty en faveur de Gryffondor pour attaque injustifiée envers un de leurs poursuiveurs. Et un pénalty en faveur de Serpentard pour coup de batte délibéré à l'un de leurs poursuiveurs. Voici ce qui en est donc pour les matchs de Quidditch. Je vais rapidement passer un petit mot sur la fin du livre. Je trouve qu'il y a 3 chapitres qui se suivent vers la fin, mais pas tout à fait la fin, qui se déroulent dans un espèce de huis clos où tous les personnages vraiment importants du roman, de ce tome-ci en tout cas, se retrouvent.
et dévoile un petit peu les 4 vérités sur toute l'histoire qui nous a été racontée depuis le début de ce tome. Et je trouve qu'en termes de révélation, c'est 3 chapitres qui sont incroyables, surtout par rapport au reste de la saga Harry Potter. Alors avant ces 3 chapitres-là, je trouvais que mon préféré c'était encore de loin le deuxième tome. Et après ces 3 chapitres, je mets quasiment les deux au même niveau. Parce que j'ai vraiment adoré aussi Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et après, concernant la seconde partie du dernier acte, je trouve qu'elle a été bien amenée, mais cette partie-là aurait mérité plus de chapitres pour s'étendre et qu'on comprenne bien le concept. Parce que là, c'est réglé en un seul gros chapitre, ce qui fait que ça fait un petit peu compact dans l'idée. Donc voilà, c'était globalement mon opinion sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais maintenant faire un petit bilan de l'année sous une forme que je reprends du youtubeur Nick the Sun dont j'apprécie beaucoup le travail, à savoir résumer chacune de mes lectures de l'année de mon ordre de préférence et de recommandation en 20 mots chacun, pour que vous ayez une petite idée de ce que j'ai lu et de ce que j'ai apprécié. Alors, on va commencer par le livre que j'ai le moins apprécié de l'année, même si pour 2025, j'estime avoir lu aucun mauvais livre. Alors, en premier, nous avons Marion du Faouët. Alors, les 20 mots que j'ai choisis pour raconter cette histoire, c'est une légende bretonne sous un format enfantin mettant en avant une figure féminine forte et méconnue, toujours mieux que Choupi, parce que c'est un petit fascicule. Donc voilà, Marion du Faouët, c'est un petit livre pour enfants qui fait pas de mal, mais qui est pas exceptionnel non plus. Ensuite, autre livre que j'ai lu cette année, le top 100 des dangers que vous pourriez rencontrer et que faire si cela vous arrive. Alors, pour moi, c'est un bon concept, des informations parfois erronées avec l'âge, mais c'est fun et instructif tout en étant une bonne prévention. Alors pour tous les livres dont j'ai pas eu le temps de parler vu que j'ai commencé les podcasts en novembre, c'est possible de les retrouver sur mon compte Wattpad qui sera disponible dans la description sous forme d'avis plus concentrés mais écrits dans mon bilan culturel annuel. Et là j'en parle parce qu'on va aborder sur un livre que j'ai traité dans le podcast précédent, à savoir la faune reptilienne. Fascicule sur une excellente exposition qui parle avec tendresse d'animaux souvent craints, voire détestés, pour nous les faire aimer. Là, on attaque le roman que j'ai estimé un petit peu le plus faible de l'année, à savoir Nohara, la dernière lune, qui m'a été offert par mon frère. Alors voici ce que j'en ai pensé. Œuvre de fantaisie originale dans un cadre ouvrant des possibilités mais trop court et se termine lorsqu'on s'attache au personnage. Je pense que c'est relativement clair. Ensuite, on a un autre recueil qui s'appelle Contes et légendes, légendes de Bretagne. Contes et légendes, c'est la collection dans laquelle se trouve ce tome, si jamais vous voulez le retrouver. Alors, ce que j'en ai pensé, recueil avec que des bonnes histoires, certaines plus marquantes que d'autres. Il nous embarque tout entier dans le folklore breton. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avec Marion du Faouët, j'ai lu quelques livres en rapport avec la Bretagne cette année. Ensuite, on arrive au tome 3 de la saga de la Roue du Temps. Et en me renseignant, du coup, c'est plus la première partie du tome 2, vu que apparemment dans la dernière édition qui est sortie, les tomes sont coupés en deux, ce qui m'était pas apparu lorsque j'ai lu les deux premiers. Alors, ce que j'en ai pensé, grosse déception, la saga perd en vitesse, les personnages stagnent malgré des fulgurances dans certains chapitres qui maintiennent de l'intérêt. Donc c'est une saga qui m'avait bien pris au début, mais ouais, comme je l'ai expliqué, je trouve que ça perd en vitesse. Ça perd en vitesse dans ce tome-là, donc à voir si je me laisse tenter par les tomes suivants. Alors prochain, on a Isekai'ra, donc qui est un light novel écrit par le youtubeur le chef Otaku. Donc j'avais envie de m'intéresser à ce livre d'un par le concept, donc à savoir des racailles qui se retrouvent dans un monde de fantasy qui est assez
grotesque en soi, mais aussi un petit peu pour voir ce que donnait le travail du chef otaku dans une histoire, dans une fiction. Et si j'ai pas été déçu, je trouve que j'ai pas encore été complètement transcendé par le style du chef. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé avec les 20 mots. Concept loufoque mais gagnant à être plus exploité, le chef otaku m'a surpris en bien mais le résultat reste perfectible. Voilà ce que j'ai décrit à peu près. Ensuite, on va retrouver l'univers d'Harry Potter avec cette fois un ouvrage un petit peu annexe, donc un petit peu en rapport avec les reliques de la mort pour ceux qui ont pu le lire, à savoir les contes de Biddle le Barde. Alors, en 20 mots, ce que je peux en dire, des contes prenants s'appuyant sur le lore d'Harry Potter, mais trop peu par rapport au potentiel, on en voudrait plus. Et en parlant de livres annexes, le prochain en est un aussi. Il s'agit du Bestiaire de l'Épouvanteur, donc de ma saga de fantasy préférée, et je pense que je vais avoir l'occasion d'en reparler dans ce podcast tôt ou tard. Donc ce que j'en ai retenu, bestiaire simple et efficace sur ma saga de fantasy préférée, il apporte de bons ajouts au lore de l'Épouvanteur. Voilà, c'est clair et précis, et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié pour ce qu'il avait à présenter. Ensuite, donc, si vous avez écouté mon podcast du mois dernier, vous aurez peut-être retenu que le livre Les Thanatonautes m'a été prêté par une de mes collègues du service civique que j'ai fait. Et le prochain livre est un autre des livres qu'elle m'a prêté. Donc à savoir L'affaire Toutankhamon. Un roman inspiré de faits réels qui enjolive parfois la réalité mais prenant par ses personnages la redécouverte historique. Alors je pense que justement si on me l'avait pas prêté, c'est pas un livre que j'aurais acheté spontanément, mais le fait est que je regrette pas de l'avoir lu parce que c'était bien écrit. Il y a certains points qui sont discutables, mais globalement j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite, on a le premier livre de Roald Dahl que j'ai acheté et lu, Charlie et la chocolaterie, donc un de ses grands classiques, peut-être même son ouvrage le plus connu. Je sais plus s'il y en a d'autres qui sont vraiment connus du grand public. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment et je pense que il aurait fait partie de mes lectures préférées si l'année avait pas été aussi disputée en termes de bons titres. Je vous dis ce que j'en ai pensé. Entrée parfaite chez Roald Dahl, un univers intrigant et goûtu, des têtes à claques et un Wonka fabuleux à dévorer. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Ensuite, j'ai décidé de me plonger dans un ouvrage de fantasy qui est plus récent que les célèbres Tolkien, comment dire, le monde de Narnia, l'assassin royal, ce genre de choses, et qui aborde des thèmes qui sont intéressants, tout en étant souvent bien recommandé parmi les lecteurs de fantasy, à savoir Le Prieuré de l'Oranger. J'ai pas lu tout le livre, mais la première partie, donc dans l'édition où le livre est coupé en deux parties. Je vous dis ce que j'en ai pensé. Bonne appropriation moderne de la fantasy, tient ses promesses, les personnages principaux sont intéressants, livre contemporain qui vaut le coup. C'est une histoire qui m'a bien pris et je suis vraiment curieux de connaître la suite. Je l'ai pas encore acheté parce que ma pile à livres déborde de titres en attente, mais je pense que je m'intéresserai clairement à la suite. Ensuite, un autre livre qu'on a traité là le mois dernier, à savoir Les Thanatonautes de Bernard Werber. Je pense que je me suis suffisamment épandu sur le sujet, donc je vais vous dire les 20 mots que j'ai choisis. Découverte agréable de Werber, mais dommage de sans doute commencer par son meilleur livre, Une bonne réflexion sur la mort. Et on va enchaîner sur les titres dont j'ai déjà parlé, avec le livre de ce mois-ci, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc je vais pas vous le résumer plus que ça et me contenter de vous dire mon résumé. Bien plus complet que le film, Rogue et les maraudeurs sont géniaux, le monde des sorciers s'épaissit et Harry mûrit. Donc voilà, j'ai bien écrit ça dans mon temps de parole précédent. Et on va enchaîner tout de suite à Harry Potter et la chambre, avec Harry Potter et la chambre des secrets, puisque comme je vous l'ai dit, je mets ces deux tomes quasiment à égalité. Une bonne énigme magique pour un superbe final, les Serpentards sont à l'honneur, parce que oui, si vous l'ignorez, je suis un Serpentard dans l'âme.
Retour à Poudlard réussi et juste Lockhart. Ensuite, tout comme c'était l'année de mon premier Roald Dahl, c'est aussi l'année de mon premier Émile Zola avec Thérèse Raquin. Donc j'appréhendais un petit peu de m'essayer au style de Zola, de savoir si j'allais aimer ou pas. Et franchement, c'est du très très bon. Et c'est un classique, donc moi j'aime bien les classiques. Voici ce que j'en ai pensé. Zola comme je l'imaginais, un style riche et glaçant. Les amants sont horribles et pathétiques, la tragédie est implacable, inexorable. On enchaîne avec un autre classique, à savoir Gatsby le Magnifique, dont j'ai aussi eu l'occasion de parler lors du mois de novembre. Donc je ne vais pas m'étendre plus dessus. Années 20 et rêve américain, concentré en un personnage, le livre est témoin de son époque, un bon petit classique. On enchaîne les classiques avec une autre de mes lectures préférées de l'année. Alors là, tel quel, je l'ai mis en troisième, voire même peut-être en quatrième position. Franchement, c'est un livre que j'ai adoré et ma deuxième lecture préférée de l'année, rétrospectivement. Donc, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, que j'avais déjà eu l'occasion de lire à l'école, mais que j'ai relu pour les besoins de mon service civique. Une nouvelle, belle, impactante, donnant à réfléchir sur notre rapport à la nature, à l'humain, on ne peut plus d'actualité. Ensuite, je vais aborder un autre livre qui, dans le classement tel quel, est avant L'homme qui plantait des arbres, mais qui rétrospectivement est mieux classé que ce qu'il devrait, à savoir Une vie de Guy de Maupassant. Alors pareil, je découvre pas Maupassant, je l'ai découvert à l'école, mais c'est le premier roman, et non pas la première nouvelle, que je lis de lui. Et franchement, c'était très très bon à ce niveau-là. Redécouverte de Maupassant dans un récit réaliste, aux personnages imparfaits mais tellement humains. Julien cette grosse merde, lisons La Goutte. Si vous voulez approfondir mon opinion sur ces deux personnages, vous pouvez soit directement lire le livre, soit vous référer aux notes que j'ai mises dans mon bilan sur Wattpad. Ensuite, on va passer à cette fois pas mon livre préféré de l'année, mais ma non-fiction préférée de l'année, puisqu'il s'agit d'un essai un petit peu philosophique d'un auteur contemporain, à savoir Sylvain Tesson, donc dans son essai Dans les forêts de Sibérie. Essai qui brasse une multitude de sujets, la Sibérie est dépeinte avec réalisme, poésie, les déboires de l'auteur sont prenants. Et enfin, on passe à ma lecture préférée de l'année qui n'a pas changé depuis le mois de novembre, comme vous avez pu vous en apercevoir lors de mon dernier podcast, à savoir Un chant de Noël de Charles Dickens, qui est là aussi ma découverte de Dickens. Je ne sais plus si je l'ai précisé dans mon ancien dans le podcast du mois précédent, mais j'ai très envie de découvrir Oliver Twist aussi de Dickens. Donc je vous dis ce que j'en ai le résumé que j'en fais en 20 mots. Noël en un livre, Scrooge passe de l'aigri au touchant, les esprits nous jugent, que Dieu nous bénisse tous. Je pense que ça rend un petit peu justice à l'œuvre de Dickens. Et malgré le fait qu'il n'y ait qu'un livre à traiter pour cet épisode-là, je trouve qu'on a déjà passé pas mal de temps dessus. Et donc, sans plus attendre, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Vous trouverez en description les liens vers mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Wattpad. Je vous dis rendez-vous à l'épisode de janvier. Donc bonsoir à tous et à toutes.